Faut-il acheter l'action Interparfums? Et surtout, à quel prix? Eh bien, cette question, elle m'a été demandée par un abonné. Sébastien, merci à toi. Donc, dans un premier temps, on va analyser les fondamentaux de l'entreprise pour savoir si elle est assez solide pour que tu puisses l'ajouter à ton portefeuille. Et ensuite, eh bien, on utilisera un outil qui nous permettra de trouver les prix d'achat idéaux pour maximiser les rendements. Moi, c'est Max et sur cette chaîne, eh bien, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti. Alors déjà, la première chose que j'aime bien faire, eh bien, c'est déjà de regarder l'évolution de l'action par rapport à un indice. Comme on peut le voir ici, eh bien, sur 10 ans, l'action Interparfums s'est appréciée de 351%. Et si on regarde par exemple le S&P 500, sur la même période, il s'est apprécié de 186%. Donc déjà, ce qui est plutôt pas mal, c'est que l'action a progressé plus rapidement que l'indice. Donc déjà, c'est un bon point. Maintenant, si on regarde les fondamentaux comme ça de l'entreprise, alors de premier abord, ils n'ont pas l'air forcément très bons. On peut voir ici que déjà, au niveau de l'endettement, il semblerait que l'entreprise ait une dette non maîtrisée. 10 années pour rembourser sa dette long terme, bon, c'est un peu trop important à mes yeux. Moi, personnellement, j'aime bien investir dans les entreprises qui ont une dette long terme d'au maximum 5 années. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, j'aime investir dans des entreprises qui ne sont pas du tout ou qui sont faiblement endettées parce que c'est les entreprises qui auront moins de chances de faire faillite. Et là, quand je vois une dette à 10 ans, je me dis qu'il y a de fortes chances qu'elle soit obligée d'utiliser une majeure partie de son free cash flow pour rembourser du coup sa dette. Donc c'est pas forcément dans ce genre d'entreprise que moi j'aime investir. Après, si on regarde bien ici, on voit que le free cash flow sur les 5 dernières années, en moyenne, il était de 12 millions. Cette année, il est à 30 millions. Donc on voit qu'il y a eu une forte augmentation. Donc ça va être quelque chose qui va être important de comprendre. Est-ce que le free cash flow est plus autour en fait des 12 millions ou au contraire il va progresser et continuer sa route autour des 30 millions? Parce que pour le coup, si le free cash flow se stabilise à 30 millions, dans ce cas-là c'est plus la même et là du coup la dette long terme est maîtrisée puisqu'il faudrait à l'entreprise un peu moins aller entre 4 et 5 années pour rembourser sa dette long terme. On peut voir que ce n'est pas des dépenses qui sont constantes ou en croissance d'année en année. On peut voir qu'il y a par exemple de faibles dépenses, par exemple ici en 2014, 2 millions, grosses dépenses en 2015, 110 millions. Encore de faibles dépenses ici, les années 2016 jusqu'à 2019, allez, on va même inclure pourquoi pas 2020. De grosses dépenses en 2021. Ça chute, mais ça reste toujours des dépenses importantes en 2022. Idem ici en 2023. Donc on peut voir que ces dépenses en capital, eh bien en fait elles sont un peu en dents de scie. Des fois il n'y en a pas du tout d'une année sur l'autre. Des fois il y en a énormément. Et ce qu'on peut voir, c'est quand il y a des périodes comme ça où il y en a énormément, regardez tout de suite le free cash flow, il devient négatif. C'est-à-dire que sur cette année-là, 2015, l'entreprise a perdu 75 millions d'euros. C'est ce qu'il faut comprendre en fait dans ce chiffre. Là, en 2021, elle a perdu 50 millions. Et tout le reste, c'est le terme positif. Et là, ce qui va être important, ça va être de, justement, on va pouvoir déjà calculer quel pourrait être potentiellement le free cash flow moyen là si on prend sur une période de 10 années. Parce que là, on peut le voir qu'il est de 12 millions sur 5 ans. Peut-être que sur 10 années, il est un peu meilleur parce que là, il y a eu de grosses dépenses de grosses dépenses en capital. Donc, on va regarder ça. Donc, on va faire tout simplement juste la somme de toutes ces dépenses en capital. 30 plus 1 million, moins 50, plus 35, plus 44, plus 46, plus 28, plus 41, moins 77, plus 13. Hop, on va diviser tout ça par 10. Et là, on est à 11,1. Donc, regardez, même sur 10 ans, en fait, si on prend la moyenne sur 10 ans, on est même inférieur à cette moyenne sur 5 ans. Donc ça veut bel et bien dire ici que ce qu'on pouvait voir ici sur la dette long terme, actuellement, on ne peut pas dire que la dette long terme de l'entreprise Interparfums soit maîtrisée, puisqu'au final, il faut plus de 10 années pour la rembourser. Maintenant, au niveau des différents indicateurs de rentabilité, déjà, ce qu'on peut voir, une marge brute ici de 64%. C'est pas trop mal, franchement c'est bien. Ensuite ici des marges nettes, pas exceptionnel, entre 12 et 15%. Après, personnellement, j'aime investir dans les entreprises qui ont des marges supérieures à 10% parce que en temps de crise, etc., dès que les marges commencent à être rognées, généralement, avec 10% de marge, vous réussissez toujours à conserver du bénéfice. Donc, c'est pour cette raison que j'aime investir dans les entreprises avec au minimum 10%. Si on regarde maintenant les indicateurs de rentabilité, donc voilà, vu que c'est une entreprise française, à chaque fois, ils n'arrivent pas à calculer le ROA parce qu'il n'y a pas assez de données. Mais on peut voir ici un retour sur les capitaux propres de 18%, donc ce qui est plutôt bien. Et ici, un retour sur les capitaux investis, allez à 10% en moyenne sur les 5 dernières années. Cette année, il est monté à 13%. Donc, c'est OK. C'est pas
exceptionnel, mais c'est bien. Donc on peut voir que au niveau de la rentabilité, ça a l'air d'être à peu près pas trop mal. Ensuite, on peut voir ici une légère dilution des actionnaires. Bon, honnêtement, 0,13% sur 5 ans, c'est comme si l'entreprise ne diluait pas ses actionnaires, donc ça, aucun souci là-dessus. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'entreprise verse du coup un dividende à ses actionnaires, qui semble du coup en augmentation. Oui, il y a juste les années 2020-2021, mais bon, comme vous le savez, hein, il y a eu le Covid qui a impacté en fait les résultats. Donc ça, je ne vais pas trop y faire attention. Et ensuite, toujours une augmentation ici de 2022 à 2023. Ok. Donc, ok, un dividende en augmentation, ça c'est bien, qui est versé depuis plusieurs années. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ces dividendes est pérenne ou non dans le temps? Déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que le rendement est plutôt intéressant, 3%. Donc, c'est cool si vous êtes un investisseur sur les dividendes. Maintenant, voilà, est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps? Ce qu'il faut faire, c'est calculer le payout ratio entre le dividende payé et le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Regardez, le dividende payé est plus important que le free cash flow au cours des 5 dernières années, et même plus important que le free cash flow de cette année. Ça veut dire que là, actuellement, l'entreprise est soit obligée de s'endetter, soit elle est obligée d'émettre des actions, donc de diluer l'actionnaire pour payer ce dividende. Ou autrement, ce qu'elle peut faire, c'est utiliser sa trésorerie, donc l'argent qu'elle a sur ses comptes en banque, si elle en a. Hop. Donc voilà, c'est tout ce que vous voyez ici, Cash and Short Term Equivalence, donc qui est égal ici à 146 millions. Elle est obligée de taper dans cette trésorerie pour distribuer un dividende à ses actionnaires. Donc ça, honnêtement, c'est pas du tout ce que vous voulez. Moi, je vois une entreprise comme ça, qui paye plus de dividendes qu'elle ne gagne d'argent. Je peux vous assurer tout de suite que moi, je suis complètement out. Et donc, quand vous combinez ici une dette long terme non maîtrisée plus une mauvaise utilisation du free cash flow, parce que pour rappel, avec le free cash flow, vous pouvez réaliser 5 choses. Vous pouvez soit racheter vos propres actions, vous pouvez distribuer un dividende, vous pouvez rembourser votre dette, vous pouvez réinvestir en vous-même et vous pouvez acheter de nouvelles sociétés. Donc là, au lieu de verser un dividende, peut-être qu'il serait préférable que l'entreprise ne verse plus ce dividende ou du moins le coupe drastiquement pour utiliser son free cash flow justement pour se désendetter ou pourquoi pas racheter ses propres actions. Après, quand on voit ici un PER moyen de 35, un PER cette année de 21 et regardez bien ici les PCF de cette année ou sur 5 ans de 85 et 214, on aurait tendance à penser que l'entreprise semble actuellement surévaluée. Et justement, on va utiliser notre outil pour savoir ça. Donc j'ai déjà réalisé les estimations. Donc comme vous le savez, 10 années d'estimation, parce que pour moi c'est un bon compromis entre des données relativement encore fiables et un bon horizon d'investissement. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on peut le voir que là la croissance est en augmentation. Donc ça c'est rare pour une entreprise qui grandit. Elle oscille ici on va dire entre 8 et 13%, sauf que plus les années vont passer, moins normalement cette croissance va pouvoir être soutenable. Donc c'est pour cette raison que sur 10 ans je lui ai mis des croissances compris entre 6 et 10%, des marges nettes entre 11 et 14%, comme on peut le voir, on est plus ou moins dans la norme. Par contre, regardez, là, attention, oui, comme on pouvait s'y attendre, les marges sur le free cash flow sont bien plus petites que les marges nettes. Et ça, honnêtement, ça ne me plaît pas du tout d'investir dans une entreprise qui a des marges sur le free cash flow entre 2 et 3%. Donc là, on met entre 2 et 4%. PER PCF, là je pars du principe qu'un indice a un PER PCF moyen compris entre 15 et 16. Et donc pour savoir si l'entreprise mérite un premium, je vais déjà regarder au niveau de sa croissance. Est-ce que la croissance est encore relativement forte? Là des croissances entre 6 et 10, c'est ok. Donc l'entreprise pourrait potentiellement avoir un petit premium. Et ensuite, est-ce que l'entreprise a un fort retour sur les capitaux investis? Là, on peut voir des ROIC entre 9 et 13. C'est ok sans être excellent. Donc là, potentiellement, l'entreprise pourrait avoir ce petit premium. Cependant, rappelez-vous, entre la dette qui n'est pas maîtrisée et en plus cette utilisation du free cash flow qui est très mauvaise, moi j'estime que cette entreprise ne mérite pas de premium et pour l'instant uniquement 9% de rendement. Si on analyse, actuellement, comme on peut le voir ici, si vous vous fiez aux marges nettes, chose que je ne vous conseille pas, l'entreprise serait achetable uniquement ici
pour les estimations hautes. Et si vous vous fiez aux marges sur le free cash flow, eh bien vous réaliseriez actuellement des rendements négatifs si vous achetiez l'entreprise aujourd'hui à 39 euros. En plus, là, c'est vraiment sans se fixer de marge de sécurité. On n'a mis que du 9%. Si moi, je mets mes marges traditionnelles de 12, 13,5 et 15, quand j'analyse, bah voilà, ça nous donne ces résultats. Donc, autant dire que actuellement, même si vous pensez que l'entreprise réussira à augmenter son chiffre d'affaires de 10%, et bien avec des marges sur le free cash flow de 4, chose qu'elle n'a pas réussi à faire là au cours des 10 dernières années, et bien l'entreprise est toujours surévaluée et il faudrait attendre qu'elle chute à 8,46 euros pour pouvoir rentrer en position. Alors tu l'auras compris, Interparfums n'est pas une entreprise que je porte très haut dans mon cœur. Il existe d'autres sociétés éligibles au PEA qui sont mieux gérées et qui te permettront d'avoir des rendements plus importants. Et justement, eh bien, si tu ne l'as pas encore vu, j'ai réalisé une vidéo sur une entreprise dans le même secteur qui est plus intéressante. Dans tous les cas, eh bien, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!